Bonjour et bienvenue sur Plan B. C'est notre rentrée en matière d'interview et pour cette rentrée, j'accueille Jean-Hugues Barthélémy. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, c'est pas tout à fait la rentrée, puisqu'on a publié récemment une vidéo où je traduisais quelques passages clés du rapport du GIEC sur les impacts du changement climatique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu inhabituel, pas tant de chiffres, de courbes et de rapports scientifiques. On va parler de philosophie, avec donc Jean-Hugues qui est philosophe, chercheur associé à l'Université de Paris-Nanterre, et je le laisserai se présenter plus amplement. Ce dont on va parler, c'est tout d'abord de la place de la philosophie en matière d'environnement et de transition écologique. On va rebondir sur un manifeste que Jean-Hugues a publié, donc Manifeste pour l'écologie humaine. Le consumérisme conduit à une inversion historique du sens de l'utopie qui nous oblige au grand décentrement. On va reprendre chacun de ces termes pour que Jean-Hugues vous nous l'expliquiez et que vous développiez on va dire la révolution que vous envisagez et que vous proposez. On va parler de la manière dont votre travail est reçu, vos principaux interlocuteurs, comment ils réagissent, et peut-être parler un peu de vos différences avec d'autres philosophes, par exemple sur les questions du droit de l'animal ou d'autres questions environnementales. Voilà, peut-être avant de démarrer, je vous laisse vous présenter, Jean-Hugues. Oui, merci Cyrus. Oui, effectivement, je suis chercheur associé, vous l'avez rappelé, à l'Université de Paris-Nanterre. Je suis aussi membre du Centre d'éthique et de philosophie contemporaine de l'Université de Tours, mais en même temps, je suis resté professeur agrégé en lycée, donc je suis à la fois sur le secondaire et sur la recherche et les universités. Et en fait, j'aime beaucoup cette situation parce que j'ai un projet philosophique qui est global. C'est-à-dire que j'ai défini une méthode, voilà, une méthode dont je parle un petit peu dans un chapitre du manifeste. J'ai défini une méthode qui, selon moi, permettrait à la philosophie de retrouver sa globalité, hein, la globalité de l'idée de système, mais justement d'une manière qui soit nouvelle, puisque ce système ne serait pas un système du savoir. Donc c'est ça l'originalité du projet, hein, c'est que c'est un projet qui est global, et paradoxalement, il est global parce que j'abandonne l'ambition d'un savoir proprement dit en philosophie, et je retrouve l'idée originelle, en fait, hein, je retrouve l'idée originelle d'une simple connaissance de soi-même, et j'essaie de penser ce qu'on appelle la finitude. Nous avons besoin aujourd'hui de penser la finitude, et le lien ici est direct avec la catastrophe écologique, puisque la catastrophe écologique vient du fait que l'humain n'a pas voulu accepter sa propre finitude. Quand je dis l'humain, je parle notamment des Occidentaux. Parce qu'en fait, alors vous voyez là, je me présentais, puis ça y est, je suis Non, mais déjà allez-y, parce que déjà dans j'ai mon des discours réactions. philosophique. Allez-y, Mais c'est la pas grave. mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation, en réalité, c'est une occidentalisation hétérogène du monde. Hétérogène, c'est-à-dire que cette occidentalisation se fait à des degrés variables selon les régions du monde. Mais la mondialisation est en réalité une occidentalisation, avec une expansion mondiale du capitalisme propre à l'Occident. Et ce que donc l'Occident est, par son biais, une partie croissante de l'humanité n'ont pas voulu accepter, c'est la finitude. Et le christianisme, pas seulement le christianisme, hein, toutes les grandes religions monothéistes, mais notamment le christianisme, nous a incités à refuser notre finitude. Parce que le christianisme a particulièrement insisté sur le fait que l'humain serait le centre de l'univers. Le christianisme a L'anthropocentrisme, on en reparlera. particulièrement insisté là-dessus, l'anthropocentrisme. Donc, ça nous a incité à ne pas accepter notre finitude. Et moi, je veux au contraire, comme un certain nombre de gens aujourd'hui, hein, et notamment des philosophes, je veux penser cette finitude qui est la nôtre. Et penser cette finitude, pour moi, cela consiste en philosophie à cesser de vouloir un savoir proprement dit, qui serait un savoir par-delà les sciences, et retrouver l'ambition très modeste qui est à l'origine de la philosophie, il y a 2500 ans, qui est le fameux connais-toi toi-même. Et pour moi, donc, j'essaie de définir une nouvelle modalité de la connaissance, de la simple connaissance de soi. Et cette nouvelle modalité consiste à me connaître comme étant non originaire.
Ce n'est pas moi qui crée le sens, Mhm. je suis fait par le sens qui m'environne. Le monde est un monde de sens et ce sens s'individue en moi pour me permettre de créer à mon tour des significations. Mais le faire sens, je ne le crée pas. Le faire Mhm. sens, je ne le crée pas. Je peux créer des significations nouvelles, comme on peut créer aussi des objets nouveaux tous les jours. Nous pouvons créer de nouvelles phrases tous les jours, etc. Nous pouvons créer des significations nouvelles, mais le faire sens est quelque chose que le faire sens de n'importe quelle signification, ce faire sens-là, en tant que structure générale, je ne le crée pas. C'est lui qui me fait. Voilà. Mhm. Et donc, Mhm. voilà, c'est cette nouvelle méthode que je mets en place à l'époque de l'urgence et de la catastrophe écologique. Et Mhm. je montre dans le manifeste et dans d'autres travaux, je fais le lien, je construis le lien qui est un lien très, très direct, en fait, entre cette nouvelle pensée de la finitude et le problème écologique qui définit notre époque. Mhm. Passionnant, on va en parler. J'ai une culture philosophique assez limitée, mais sinon je me retrouve dans ce que vous dites. Est-ce que dans des philosophies orientales anciennes, alors là aussi, je suis pas spécialiste, mais je pense entre autres au taoïsme, qui personnellement m'a pas mal marqué, où on retrouve une place différente de l'homme par rapport à la nature, et peut-être retrouver certaines des choses que vous évoquez dans le livre du Tao Te Ching. Je sais pas si, voilà, en puisant dans des philosophies orientales anciennes, on va trouver le genre de choses que vous dites. Et en fait, j'ai une autre question qui est quand même en Occident. Est-ce qu'il n'y a pas des origines, je sais pas, à partir du 15e, 16e siècle, de philosophes qui auraient posé ce sujet des limites et de la place de l'homme dans l'environnement? Je sais pas, peut-être que je pense à tort à David Hume, mais voilà, est-ce que quand même il y a des références dans lesquelles puiser dans la longue histoire de la philosophie? Alors, je vais répondre à vos deux questions en les reprenant dans l'ordre. Là, concernant les pensées orientales, on peut évidemment faire des liens, je le reconnais. Hein. Euh, D'ailleurs, quand j'ai soutenu ma thèse, c'était en 2003, mon directeur de thèse, Dominique Lecourt, qui lui était un spécialiste notamment de Gaston Bachelard, grand spécialiste de Bachelard, Dominique Lecourt avait dit pendant la soutenance de thèse, il avait dit aux autres membres du jury, parce que j'étais déjà dans une thèse très novatrice, hein, je présentais déjà quelque chose qui se voulait nouveau, tout en travaillant sur le philosophe dont je suis spécialiste, Gilbert Simondon, hein, ma thèse portait sur lui, mais j'ouvrais déjà sur ma propre perspective. Et il avait dit au jury, si on veut comprendre Barthélemy, il faut se dire que c'est du zen occidental. Mhm. Donc en effet, il y a bien un lien, effectivement, je le reconnais il avait raison. C'est une forme de zen occidental, hein, puisque j'essaie de me penser moi-même comme fait par le sens que je manipule, hein, comme fait par le faire sens des significations que je manipule. Donc, en ce sens, j'abolis la fameuse opposition entre le sujet pensant et l'objet pensé, puisque l'objet pensé fait sens grâce à une structure que j'appelle le faire sens, et ce faire sens, lui, me fait. Donc, il n'y a plus le face-à-face entre le sujet connaissant et l'objet connu. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans une connaissance proprement dite, on est dans une simple connaissance de soi-même, c'est le Mhm. rôle de la philosophie, se connaître soi-même comme fait par le faire sens. Donc, je ne suis pas originaire. Donc, il y a bien effectivement un lien avec certains aspects des pensées orientales. Mhm. Et concernant les références qu'on pourrait prendre dans la philosophie occidentale, alors vous avez suggéré Hume, euh, sur ce point, c'est plus délicat. Moi, je fais parfois référence à des auteurs plus proches de nous. Par Mhm. exemple, le premier Heidegger. Chez Heidegger, on distingue au moins deux grandes périodes. Le premier Heidegger, dans son grand livre Être étant, il y a certains points précis, certains passages précis qui que je peux revendiquer comme étant une source de ce que je fais. Mais encore une fois, j'en fais aussi une critique. Je fais aussi une critique de Heidegger parce que pour montrer qu'il aurait pu faire un pas de plus sur tel ou tel point fondamental, il aurait pu faire un pas de plus. Et j'essaie de montrer que, par exemple, il avait une intuition et il est retombé.
Et donc, moi, c'est son intuition de départ qui m'intéresse pour Mhm. en faire autre chose que ce qu'il a fait. Donc, c'est toujours un rapport critique en même temps. Pareil avec Wittgenstein. Wittgenstein, notamment le dernier Wittgenstein. Bon, chez Wittgenstein, on distingue aussi deux périodes, certains disent même trois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est son dernier texte. Son dernier texte, que je trouve absolument génial et que depuis un certain temps, depuis longtemps même, disons, je prends comme référence sur tel ou tel point précis, comme étant vraiment une source pour ce que j'essaie de faire. Mhm. Voilà, donc je suis vraiment quand même dans un rapport critique à la tradition et je n'accorde le statut de source possible qu'à des auteurs qui sont proches de nous dans le temps. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. On en reparlera effectivement sur un peu les contemporains et comment vous vous positionnez par rapport à eux. Bah, finalement, approfondissons le sens de votre message. Euh, Par quoi est-ce que vous aimeriez commencer? Quelle notion définir en premier? Peut-être bon, déjà, néolibéralisme, consumérisme, le lien entre les deux, enfin, déjà, peut-être partir de ça. Oui, alors ce que j'ai essayé de préciser dans le manifeste, notamment dans un chapitre consacré justement à ces notions de néolibéralisme et de consumérisme, ce que j'ai essayé de préciser, c'est l'idée que, en fait, le consumérisme, pour sa part, a un double statut. Il a un double statut. D'une part, il est la dernière grande forme historique prise par le capitalisme. Le capitalisme Mhm, est devenu consumériste durant la seconde moitié du XXe siècle. Et donc, ça définit un nouveau type de productivisme. Hein. C'est un nouveau type de productivisme qui est devenu consumériste. Et donc, qui consiste comme on dit, et comme on dit à mon avis de manière justement très problématique, j'essaie de critiquer ce propos, on mhm, parle de création de besoins. On parle de création de besoins, et ce que j'essaie de montrer, c'est que on est dans une confusion mentale assez grave aujourd'hui, puisque ce qu'on appelle des besoins là ne sont pas des besoins, ce sont des désirs. mhm, Ce n'est pas une création de besoin, c'est une création de désir qui utilise évidemment la publicité hein, pour cela. Ce ne sont absolument pas des besoins. Et alors je précise ce point-là parce que c'est un point vraiment fondamental du propos, c'est que ma distinction entre désir et besoin, je la creuse aujourd'hui parce que il me semble qu'elle a tendance à s'effacer des esprits. Elle a tendance à s'effacer des esprits parce que le consumérisme a réussi à nous faire confondre à nous faire, à faire disons qu'il a réussi à faire que nous prenions nos besoins pour des désirs. Pardon, que nous prenions nos désirs pour des besoins. Il a réussi ça. Et donc, je creuse à nouveau la distinction très classique entre désir et besoin, mais j'y ajoute une nouveauté. Parce que tout en distinguant désir et besoin, je précise en même temps que le besoin ne se réduit pas au besoin vital. Ça, c'est un point mhm, également important. C'est-à-dire qu'il faut d'une part distinguer besoin et désir, d'autre part reconnaître que le besoin est plus large que le besoin mhm. vital. Il est plus large que le besoin vital. Nous avons de nombreux besoins qui ne sont pas vitaux. Par exemple, j'ai un besoin de liberté de mouvement. J'ai un besoin de liberté de mouvement. Si on m'enferme pendant 10 ans dans une cellule, je sais que je vais déprimer. Bon. J'ai un besoin de liberté de mouvement. Mais j'ai l'impression qu'il y a une coupure. Est-ce que vous m'entendez, Non, Cyrus? moi je vous entends, ça OK. va. Mais ce besoin de liberté de mouvement n'est pas vital. Je ne vais pas en mourir d'être enfermé dans une cellule. Hum, Je ne vais pas en mourir. De même, un esclave qui perd tous ses droits, un esclave qui perd tous ses droits, perd, perd toute liberté, il ne va pas en mourir pour autant. Voilà, on peut vivre en esclave sans en mourir. Ça veut dire que le besoin de liberté, tout en étant un vrai besoin, j'essaie d'insister sur ce point, la liberté, on dit souvent c'est une valeur, pour moi c'est d'abord un besoin, mhm, et tout en étant un besoin, avec différents degrés d'ailleurs, hein, liberté de mouvement et puis d'autres formes de liberté plus complexes, tout en étant un besoin, elle n'est pas pour autant un besoin vital. Donc, il faut reconnaître deux choses en même temps. D'un côté, le besoin ne se réduit pas au besoin vital, et d'un autre côté, il se distingue malgré tout du désir. Voilà. Il faut maintenir les deux à la fois. hum. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un double problème sur ces points-là. On a du mal à distinguer désir et besoin comme on l'avait pourtant toujours fait. C'est-à-dire qu'on est dans une crise de la réflexivité qui fait qu'il y a de la confusion mentale qui s'instaure. Et en même temps, on a du mal à ne pas réduire les besoins aux besoins vitaux. Mhm.
alors qu'effectivement, ils ne s'y réduisent pas. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que, par exemple, la liberté ou la justice sont des besoins. La justice, par exemple, comme équité. Ce sont des besoins non seulement humains, mais même non humains. Il y a eu des expériences sur des singes capucins qui montrent bien qu'un capucin ne supporte pas, s'il a fait le même travail que son congénère, il ne supporte pas que son congénère soit rétribué avec une nourriture meilleure que la sienne. Il y a des expériences exposées par le grand primatologue France Deval qui Mhm. montrent bien cela. Si on donne du raisin à un capucin et qu'on donne du concombre à un autre, celui qui reçoit le concombre va piquer sa crise. Ça se voit dans une expérience qui a été filmée et que je D'accord. montre d'ailleurs à mes élèves. Donc, ils ont un sens de l'équité et de l'injustice. Ils ont ce sens de l'injustice. Ils ont un besoin d'équité. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ce besoin. Donc, liberté et justice, ça c'est un point qui fait aussi la nouveauté de ma construction théorique. Mhm. Liberté et justice, avant d'être des valeurs, sont des besoins. Et moi, je dis même qu'elles ne sont pas, au sens propre des valeurs, elles sont des besoins, elles appartiennent à la sphère politico-économique. Elles n'appartiennent pas à la sphère des valeurs, qui est la sphère axiologique. La sphère axiologique, pour moi, est définie par les valeurs du bien, du beau et du vrai, parce que le vrai est une valeur. Je distingue le vrai et l'objectif. L'objectif appartient à la science. Le vrai est une valeur que la philosophie a voulu imposer aux sciences elles-mêmes. Mhm. Et la métaphysique, la métaphysique, dans ses ambitions excessives, consiste notamment à vouloir soumettre l'objectivité scientifique à la valeur de vérité, alors que l'objectivité scientifique doit rester autonome. Les sciences sont autonomes et elles ont leur propre méthode, et elles doivent rester autonomes dans leur champ qui est l'objectivité. Nous n'avons pas à soumettre cette objectivité à la valeur de vérité. Et quand je parle de valeur, ça veut dire que la vérité, pour moi, est synonyme d'authenticité. Elle est Mhm. synonyme d'authenticité. C'est là que la vérité est une valeur. Donc voilà, je distingue bien les sphères. Il y a le politico-économique avec la liberté et la justice, et puis il y a l'axiologique, que j'appelle aussi le pédagogico-axiologique, parce que les valeurs, c'est ce qui se transmet aux autres. Et donc la pédagogie, c'est la transmission justement à l'enfant de certaines valeurs, mais Mhm. cette transmission peut se faire aussi entre adultes. En incarnant des valeurs, je peux les transmettre aux autres, adultes. Et donc voilà, je distingue bien les sphères axiologiques et pédagogico-axiologiques et politico-économiques. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est la question donc, de la confusion mentale introduite par le consumérisme à notre époque. Très bien, non, mais merci beaucoup, Jean-Hugues. Bon, on voit bien l'impasse axiologique que vous soulignez. Si on revient à la notion de néolibéralisme, qui est, on va dire, effectivement la forme moderne ou contemporaine de la théorie économique dominante, voilà, qu'est-ce que vous en dites, vous, dans votre manifeste? Alors, je situe en fait le néolibéralisme par disons, dans une relation fondamentale et en même temps une distinction subtile par rapport au consumérisme. Comme je le disais, le consumérisme, c'est la dernière forme historique prise par le capitalisme. Mhm. Et donc, c'est un type d'économie. C'est un type d'économie. Et d'ailleurs, je précise que il y a ici une sorte de paradoxe, mais pour moi, les paradoxes ne sont pas des contradictions. C'est un point fondamental aussi de mon travail, et je développe ça dans un nouveau livre d'ailleurs. Mhm. Un paradoxe, c'est une subtilité. Et la science ou la philosophie pense de nombreux paradoxes qui ne sont absolument pas des contradictions, contrairement à ce que beaucoup disent. Il y a pas de, voilà, un paradoxe n'est pas une contradiction. Et donc là, le paradoxe, en l'occurrence, c'est que le consumérisme, tout en étant la dernière forme historique prise par le capitalisme, eh bien, il est en même temps, pour ainsi dire, l'essence même du capitalisme. Il est un peu ce que j'appellerais sa vocation tardivement réalisée. Il est la Mhm. vocation tardivement réalisée du capitalisme. Et ça, c'est ce que montrent des historiens. C'est ce que montrent des historiens, notamment dans l'ouvrage L'événement anthropocène de Christophe Bonneuil et son co-auteur, dont voilà, Fressoz et Bonneuil. Mhm. Il montre que dès ses origines anglaises et puis aussi aux Pays-Bas, dès ses origines, le capitalisme avait déjà une certaine tendance au consumérisme. Et donc, c'était déjà, ça se dessinait, c'était embryonnaire.
C'était embryonnaire. Dès l'origine du capitalisme, il y a cette Donc quoi, vocation. 13e ou 14e siècle en Belgique et à Venise, enfin, Alors là, c'est vous remontez très en vrai. loin. Là, vous Ouais, remontez très très loin. Quand on parle des origines du capitalisme, c'est plutôt 17e siècle. Hein, c'est plutôt 17e siècle. d'accord. 16e, 16e, 17e. Capitalisme, alors, donc Pays-Bas et Angleterre, alors plutôt. Angleterre, Pays-Bas, ouais, Hmm, Angleterre, hmm. Pays-Bas. Et donc là, ils montrent bien ces historiens dont l'ouvrage est pour moi très important, hein, l'événement anthropocène, que le consumérisme, tout en étant la dernière forme historique prise par le capitalisme, eh bien, il était déjà recelé, comme on dit. Hein. Il était potentiellement présent déjà aux origines. Il est pour ainsi dire moi c'est ce que j'appelle l'essence tardivement révélée du Mhm. capitalisme. Et donc, ça, c'est le paradoxe. Hein. À la fois dernière forme historique et puis vocation Pourquoi originelle. vous dites que c'est l'essence même? Parce que, enfin, moi, quand j'entends consumériste, c'est bon, les besoins superflus, parce qu'en vrai, les besoins de base sont satisfaits, donc on crée un nouveau gadget à la mode, alors qu'il me semblait quand même qu'au début du capitalisme, ça répondait à un vrai besoin de s'arracher de la misère, d'être en sécurité alimentaire, de ne pas Oui, mais il faut distinguer. voir En un fait, enfant sur deux mourir avant 10 ans, enfin, c'est ce genre de. Voilà. oui, mais il faut distinguer. Il faut distinguer au sein de la population. Il faut distinguer différentes classes déjà, hein, différentes Mhm. classes. Et le capitalisme, en tant que type d'économie qui forcément est dès le départ plus ou moins théorisée, eh bien, elle n'est pas théorisée par n'importe qui. Elle n'est pas théorisée D'accord. par n'importe qui. Et donc, voilà, à partir du moment où on a affaire à un type d'économie qui est toujours, dès le départ, un tant soit peu théorisé, on a affaire d'emblée à des intérêts qui sont ceux de classe supérieure, qui théorisent la chose et Hmm. qui ne se réduisent pas à ce dont vous parlez, hein, et Ok. qui sont déjà dans l'optique d'une croissance et d'un développement typiquement occidental. Encore une fois, hein, c'est ça, c'est là où on revient à la spécificité de l'Occident en fait. Hein. L'Occident D'accord. et voilà. Et moi, j'essaie même de suggérer que dans le manifeste, je suggère même qu'en fait, si on remonte aux origines de l'Occident, on a déjà des racines, pour ainsi dire, philosophiques de cette tendance qui se développera à travers le capitalisme moderne. Ouais. Parce que l'Occident, c'est la civilisation qui définit l'homme comme un animal rationnel, hein, et qui déjà accorde dès les Grecs, Voilà, j'allais accorde dire, ouais, j'ai vu cette partie voilà, de dès votre les livre. Ouais. Grecs, donc avant le christianisme, hein, Mm, mm, l'Occident, à travers les Grecs, accorde à l'humain un statut exceptionnel, le statut mm, mm, déjà d'animal rationnel qui est placé au centre de l'univers, hein, déjà. mm. Donc voilà, on a dans cet Occident, dès le départ, on a cette tendance à faire de l'être humain un être tout à fait central qui doit dominer la création. Enfin, quand je dis la Mm, création, c'est là, j'adopte les termes du christianisme, hein, mm, qui sont des termes mm, ultérieurs à la pensée grecque, bien sûr. Donc voilà, mm. on pourrait faire toute une généalogie qui part des fondements philosophiques de l'Occident et qui arrive au consumérisme Mhm. comme accomplissement de la tendance de l'Occident à vouloir croître, se développer et aussi dominer la nature pour pouvoir l'exploiter. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire et dont je dessine dans le manifeste la Ouais, trappe. tout à fait. Mais alors la relation avec le néolibéralisme, qui est encore, enfin, autre chose Oui, qui est oui, oui, liée. Mais parce que déjà, le terme n'est pas forcément enfin, si clair entre ultralibéral, libéral, néolibéral, tout ça. Donc, enfin, genre, j'entends des sens différents selon les personnes qui en parlent. Est-ce que vous pourriez définir, enfin, moi, je pense au capitalisme financier quand on parle de néolibéralisme et à la dérégulation et au pouvoir croissant de la finance, mais peut-être que ce n'est pas, oui, voilà. oui, bien sûr, le néolibéralisme, alors, il faut distinguer les choses. Le néolibéralisme, lorsqu'on en fait la nouvelle forme prise par le capitalisme, hein, je disais que le consumérisme était la dernière forme historique prise par le capitalisme, mais lorsqu'on dit que c'est le néolibéralisme qui est la nouvelle forme prise depuis les années Thatcher, en fait, hein, Mhm. euh,
et Reagan, hein, bien sûr, hein. Lorsqu'on dit que c'est la nouvelle forme prise par le capitalisme, ça veut dire qu'on rabat la notion de libéralisme, de néolibéralisme, sur la dimension proprement économique qui définit le capitalisme, hein, dimension proprement économique. Mais il y a une autre dimension qui est la dimension politique. Alors, lorsqu'effectivement on le rabat sur la dimension économique, je vous accorde que dans ce cas, le néolibéralisme se définit en effet par un capitalisme financier, ou certains parlent de capitalisme spéculatif, Hum, donc hum, avec les actionnaires qui ont pris le pouvoir, etc. Mais lorsque, au contraire, on ne veut pas enfermer l'idée de néolibéralisme dans cette dimension économique et qu'on veut l'ouvrir sur la dimension proprement politique, avec ici une théorisation qui fait que la logique du marché, doit devenir la logique de toutes les sphères de notre existence, y compris hum. les plus intimes. Là, on Énergie, a, eau, voilà, enfin, oui, la et là, privatisation de tout, quoi. Ouais. voilà. Et là, on a affaire à ce que un autre livre qui pour moi est important, qui est celui de Laval et Dardot, hein, qui s'appelle La nouvelle raison du monde. C'est aux éditions de la Découverte. Eh bien, ce livre-là explique vraiment bien en quoi le néolibéralisme est un projet pas seulement économique, mais politique au sens propre. Mhm. Et c'est ce qu'ils appellent, en reprenant un terme du philosophe Michel Foucault, c'est ce qu'ils appellent une gouvernementalité. Voilà. Hum, Une gouvernementalité, c'est-à-dire c'est l'idée que la logique du marché doit devenir la logique de toutes les sphères de notre existence, y compris les plus intimes. Voilà. Et là, on a affaire vraiment à un projet politique, hein, un projet politique et pas seulement à quelque chose qui serait purement économique. Et donc, en ce sens, pour moi, le néolibéralisme, si on accorde à Laval et Dardot qu'il y a bien une gouvernementalité et une dimension proprement politique, on pourrait dire que le néolibéralisme, c'est le fait d'entériner et de valider définitivement le consumérisme, qui mhm, lui est mhm, mhm. la forme proprement économique prise par le capitalisme. Voilà. D'accord, Donc là, très très clair. voilà, il y a une parfaite association entre néolibéralisme et consumérisme. Bon, on voit bien comment on est cornerisé et pris dans ce guêpier. Parlons de la notion d'utopie que vous Oui. développez assez en large, l'inversion historique du sens de l'utopie, pour finir de parler un peu du piège dans lequel on est, avant de passer aux solutions et réorientations que vous suggérez. Mais déjà sur la notion d'utopie que vous développez dans votre livre. Oui, parce que en fait, je me suis rendu compte que le capitalisme avait eu beau jeu de se moquer de certaines utopies, hein, notamment le discours marxiste, hein, qui était considéré par les tenants du capitalisme comme étant une utopie. Pareil pour le discours anarchiste, hein, qui évidemment était considéré par le capitalisme comme une utopie. C'était assez facile, hein, de dénoncer certains aspects utopiques. Mhm. Et moi, ce dont j'ai pris conscience, en fait, c'est que le capitalisme, et bon, ça se dit aujourd'hui, hein, mais j'ai voulu apporter un point nouveau, c'est que le capitalisme est lui-même une forme d'utopie, hein, mais c'est pas une utopie au sens classique. C'est-à-dire qu'il faut distinguer deux choses. Il y a dans le capitalisme un aspect tout à fait classique d'utopie, qui est l'idée de croissance infinie. Ça, c'est un, voilà, ça, c'est un caractère, un aspect utopique du capitalisme, et c'est un aspect utopique au sens classique de ce terme. Hein. Hmm. L'idée de croissance infinie correspond à une utopie. Il n'y a pas de croissance infinie dans un monde dont les ressources sont finies. Voilà. Logiquement, Donc, ouais. voilà. Donc, en ce sens, on peut très bien dire aujourd'hui, et c'est d'ailleurs, c'était déjà une nouveauté, puisque c'est un nouvel angle d'attaque par rapport à la critique que Marx adressait au capitalisme. On a un nouvel angle d'attaque aujourd'hui grâce à l'écologie. Hein, on peut reprocher au capitalisme d'avoir lui-même son propre aspect utopique à travers l'idée de croissance infinie. Mais il y a un autre aspect dans le capitalisme qui lui aussi est utopique, mais dans un sens nouveau. Parce que ce capitalisme-là, il s'est imposé, il a réussi à s'imposer au monde, il a réussi à s'imposer au monde, et donc ça veut dire que c'est pas une théorie qui ne trouverait pas de lieu pour se réaliser. Hein. Ça, c'est l'utopie au sens classique. C'est pas une théorie qui ne trouverait pas de lieu pour se réaliser. C'est une théorie qui a réussi à mettre en place un système économique qui s'est imposé au monde entier,
Hmm. La fameuse mondialisation, encore une fois, est une occidentalisation capitaliste et hétérogène du monde. Ça s'est imposé au monde entier et cela détruit la biosphère, l'équilibre biosphérique, l'équilibre. Cela détruit l'équilibre biosphérique. Cela veut dire qu'on a affaire cette fois-ci à un mode de vie qui s'impose et qui détruit la condition même de tous les lieux. Donc, Ouais. au lieu d'être une théorie qui ne trouve pas de lieu pour se réaliser, hein, utopia, sens classique de l'utopie, au lieu d'être une théorie qui ne trouve pas de lieu pour se réaliser, c'est une théorie qui s'impose au monde et qui détruit la condition de tous les lieux. Et la condition de tous les lieux, c'est l'équilibre biosphérique. Hmm, hmm, hmm. Alors certains diraient c'est donc une dystopie. Et moi je préfère parler d'inversion du sens de l'utopie parce que une dystopie c'est quelque chose qui va nous plonger dans un cauchemar. Hein. Hmm. Voilà, c'est une utopie qui devient un cauchemar. Hein. C'est-à-dire le système se met en place, hein, le système se met en place, il parvient à se construire, sauf que il devient quelque chose qui se transforme en un cauchemar pour les citoyens. Mais ce cauchemar de la dystopie ne détruit pas pour autant la biosphère. C'est juste une existence cauchemardesque. Alors que là, nous avons affaire à quelque chose qui n'est pas vécu pour l'instant comme un cauchemar, qui n'est pas vécu pour l'instant comme un cauchemar, ça peut le devenir, ça va le devenir certainement, mais en plus, ce cauchemar détruit l'équilibre biosphérique lui-même. Il détruit la Hmm. condition de tous les lieux. C'est là où on n'a pas affaire à une simple dystopie, on a affaire à une inversion du sens de l'utopie, puisque ce qui devient impossible, hein, pour dire les choses clairement, ce qui devient impossible, ce n'est pas la réalisation d'une théorie, ce qui devient impossible, c'est le monde lui-même. C'est le monde lui-même qui va devenir impossible. Le monde en tant qu'équilibre biosphérique. Très bien. Alors, non, non, mais c'est très clair. Je regardais aussi en parallèle en vous écoutant des références. On pourra peut-être en parler. Bernard Charbonneau et Jacques Oui, Ellul. Enfin, si vous le voulez bien, parce que je voulais passer à justement bah, les voies de sortie de tout ça. Euh, Avant ça, avant de parler d'autres philosophes donc le grand décentrement, au-delà du recentrement axiologique, philosophique, de réorientation des valeurs. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et notamment, ça va permettre d'embrayer aussi sur la refondation du droit à laquelle vous appelez, et j'imagine aussi la place de l'État dans tout ça. Donc, enfin, peut-être je vous laisse à nouveau dérouler votre réflexion là-dessus. oui, je vais partir effectivement de l'idée de décentrement. On Hum. en a déjà parlé, on en a déjà un tout petit peu parlé à travers le problème de l'anthropocentrisme Tout à fait. occidental, Ouais. hein, Ouais. l'anthropocentrisme occidental que l'on retrouve. On retrouve l'anthropocentrisme dans tous les grands monothéismes, mais il est particulièrement prononcé dans le christianisme et dans la civilisation occidentale. Hum, Alors, mon idée du grand décentrement, elle a deux aspects. hum, Le premier aspect, il est assez simple et c'est l'idée que les sciences, les grandes découvertes scientifiques, nous ont donné les moyens de cesser de nous poser au centre de l'univers. Voilà. Elles nous ont donné les moyens de cesser d'être anthropocentristes. Nous avons compris, nous avons compris que la planète Terre n'était pas le centre de l'univers. Bon. Nous avons également compris que nous descendions du primate. Hein, au lieu d'avoir été créés par Dieu à son image, nous sommes les descendants du primate. Donc nous avons des découvertes scientifiques, à la fois physiques et biologiques. Hein, biologie, c'est la théorie de l'évolution de Darwin. Nous avons des grandes découvertes scientifiques qui nous donnent les moyens de ne plus nous poser comme étant les centres de l'univers. Bon. mhm. Le problème, c'est que, en fait, ces découvertes scientifiques n'ont toujours pas été vraiment assimilées, admises par un gros pourcentage de la population, y compris dans les sociétés dites évoluées, industrialisées, modernes. Nous avons un pourcentage, par exemple, nous avons un pourcentage d'États-Uniens. Moi, je ne dis pas américains, parce que l'Amérique, c'est un continent. Mhm. Mhm. Nous avons un pourcentage d'États-Uniens qui sont créationnistes, hein, Mhm. qui sont créationnistes et qui refusent le discours de la biologie. Donc, ils refusent le discours scientifique et ils continuent de penser que l'homme est le centre de l'univers parce que Dieu a créé toutes les espèces en quelques jours. Mhm. Ça, Mhm. c'est le discours biblique. Hein. Ils continuent de reprendre le discours biblique à la lettre. Donc, les créationnistes refusent la découverte de la théorie de l'évolution. Ils considèrent que nous ne venons pas du primate, hein, nous avons été créés par Dieu.
à son image. Et ces créationnistes, ce qui est effarant, c'est que ces créationnistes correspondent à environ 35, entre 35 et 40% des citoyens aux États-Unis. Oui. Donc on a un pourcentage qui est proprement inquiétant. C'est inquiétant pour l'intelligence humaine, pour la capacité réflexive de l'intelligence humaine, la capacité à l'autocritique. Voilà. Mhm. On a quelque chose de vraiment inquiétant puisque le discours scientifique est refusé. Ça, c'est un point pour moi qui vraiment est très problématique. Trump incarne très bien ce qu'on appelle la post-vérité, Mhm. hein, c'est-à-dire en fait une tendance au relativisme où tout se discute, hein, même la science se discute parce que la science finalement ne serait qu'une opinion parmi d'autres. Hein, donc la différence entre l'opinion et le savoir ici n'est pas absolument plus prise en Mhm. compte. On rabat la science sur une simple opinion parmi d'autres et on se permet de la rejeter. Bon. Donc là, on a affaire pour moi à quelque chose de vraiment très inquiétant. Euh, donc, j'insiste sur le fait, le premier aspect de l'idée de décentrement, c'est que j'insiste sur le fait que les sciences nous ont donné les moyens de ne plus nous poser au centre de l'univers. Et il faut revenir sur ça et il faut combattre le relativisme ambiant, il faut combattre l'idée de la post-vérité, il faut combattre finalement tous ces discours obscurantistes, hein, tous ces discours obscurantistes qui profitent du relativisme ambiant pour revenir à la charge et imposer des idées complètement dépassées, puisque la science nous a fait comprendre autre chose. Et le deuxième aspect de mon idée de décentrement est beaucoup plus complexe, parce que ce n'est plus simplement l'idée que des thèses scientifiques seraient aujourd'hui validées et devraient être enfin admises, hein, Mhm. concernant l'idée que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Ce n'est plus simplement un problème de thèse, c'est un problème de méthode. Et c'est un problème de méthode en philosophie. Donc le deuxième D'accord. aspect de mon idée du centrement, il est là. Il est dans la question de la méthode en philosophie. Et c'est là que j'invente cette nouvelle méthode qui consiste à me penser moi-même comme fait par le faire sens des significations que je manipule. Ce que j'appelle signification, ce sont des idées. Si je dis table, si je dis arbre, si je dis humain, si je dis radiateur, si je dis ordinateur ou liberté, c'est ce que j'appelle des significations. On parlait aussi souvent de représentation jusqu'ici. Je préfère parler de signification pour des raisons précises. Et ces significations ont un faire sens. Hein, elles font sens, donc elles ont un faire sens qui possède plusieurs dimensions. Et parce qu'il possède plusieurs dimensions, il ne se réduit jamais à la seule dimension de l'objet là-devant à connaître. Mhm. Et parce qu'il ne se réduit pas à l'objet là-devant à connaître, puisqu'il ne se réduit pas à cela, il n'y a plus de face-à-face entre moi et ce que je pense, hein, l'objet de ma pensée, et le faire sens pluridimensionnel me fait. Il me fait au moment même où moi, j'objective les significations pour parler de quelque chose, eh bien, en même temps, le faire sens de ces significations déborde largement la seule dimension de l'objet là-devant à connaître, et parce qu'il ne se réduit pas à cette dimension, il me fait se faire sens. Mhm. Donc, je ne suis plus dans un face-à-face avec ce qui fait sens pour moi. Et c'est là qu'on a un décentrement en philosophie, qui est un Mhm. décentrement méthodologique. C'est un décentrement méthodologique pour penser ma propre finitude, Et donc, il y a ici une articulation entre l'exigence écologique de notre époque et ma méthode en philosophie, puisque ma méthode consiste à considérer que finalement, le sens, ce qu'on appelle le sens, qui est la grande question de la philosophie depuis l'origine, en fait, hein, le sens de la vie, mais aussi le faire sens en général, eh bien, le sens, en fait, est un milieu. C'est le milieu de tous les milieux. C'est le milieu dans lequel je pense n'importe quoi. Tout ce que je pense fait sens pour moi. Donc, le sens ou le faire sens, c'est le milieu de tous les milieux. C'est celui à travers lequel je vais penser n'importe quoi, et notamment, je vais penser les différents milieux. Donc, quand on parle en écologie des milieux, eh bien, on parle de choses qui font sens pour nous parce qu'ils sont pris dans le milieu de tous les milieux qui est le sens. Et ce sens, il est en train de me faire au moment même où moi, j'objective des significations précises pour parler des choses. Mhm. Donc, j'articule, vous voyez, j'articule l'idée de milieu en écologie, avec l'exigence de notre époque, je l'articule avec mon idée du sens comme milieu de tous les milieux. Et c'est pour ça que j'appelle ma philosophie l'écologie humaine. L'écologie humaine, finalement, c'est une nouvelle méthode qui consiste à penser ma propre finitude, hein, à penser ma propre finitude. Je suis fait par le sens par le faire sens des significations que je manipule. Le sens est le milieu fondamental dans lequel je pense n'importe quoi.
Et une fois que je me suis pensé comme fait par le sens, je vais ensuite traduire cela dans chacune des grandes dimensions du sens que j'aurai dégagées. Et Mhm. c'est là que je vais pouvoir reconstruire les différents domaines de la philosophie. Et c'est là, j'en viens au point que vous aviez évoqué, c'est là notamment qu'on peut refonder le droit à Mhm. travers, voilà, à travers la dimension, ce que j'appelle la dimension politico-économique, qui est l'une des grandes dimensions du sens. À travers la dimension politico-économique, on peut refonder le droit. Parce qu'une fois que j'ai reconnu ma finitude, une fois que j'ai pensé ma propre finitude, je peux traduire mon discours dans les différentes dimensions du sens. Et lorsque je la traduis dans la dimension politico-économique, ça me donne cette idée que je suis en dette. En tant qu'être fini, je suis en dette pour satisfaire mes besoins. Je suis en dette à l'égard Mhm. de l'écosystème universel. Et cette dette va rencontrer les besoins en souffrance de tous les êtres qui peuplent cet écosystème universel. Il y a une rencontre entre ma dette pour satisfaire mes besoins, il y a une rencontre entre cette dette et les besoins en souffrance des êtres qui justement me permettent de satisfaire mes besoins. C'est pour ça que lorsque nous tuons un animal, nous devons considérer que nous sommes en dette à l'égard de lui, qui est un être qui avait ses propres besoins. Et donc, nous devons au moins faire en sorte que durant sa vie, il ne souffre pas. Ouais, Et nous sommes très, très loin de cela. ouais, ouais. Non, bah, on arrive un peu alors pas au cœur du sujet, mais en tout cas au cœur en termes de mise en application politique, notamment, j'imagine, l'équilibre savant à trouver entre la refondation du droit et la préservation de nos libertés. Alors, il y avait quand même des pionniers de la pensée écologiste. Là, je suis en train de relire un passage ou un commentaire sur Charbonneau, un commentaire par le philosophe Daniel Cérézuel. Juste, je me permets là de prendre une Oui, petite oui. minute parce que c'est sacrément visionnaire dès les années 30. Pour Charbonneau, l'homme de chair a viscéralement besoin de nature et de liberté. Or, dès les années 1930, ce penseur soulignait le paradoxe d'une civilisation qui, ayant cru voir la clé de la liberté dans la conquête de la puissance technique, devrait renoncer à la liberté pour survivre aux conséquences de l'acquisition de cette puissance. Si nous voulons comprendre comment nous en sommes arrivés là et quelles orientations nous devrions suivre pour sauver un minimum vital de nature sans renoncer à la liberté, il faut lire Charbonneau. Plus le temps passe et plus ses livres sont d'actualité. Effectivement, là, il y a un peu un revival, comment dire, un intérêt renaissant pour l'œuvre de ce philosophe et d'autres pionniers de la pensée, de l'écologie politique en France. Je vois notamment on va dire des libertaires, à ne pas confondre avec des libertariens, mais des libertaires remettre au goût du jour des choses qu'il avait dites il y a très très longtemps. Il me semble que c'est bien Charbonneau. Tôt ou tard, l'État va bien devoir reconnaître que ça passe plus, en gros, que la croissance infinie dans un monde fini, ça passe pas. Et donc, on va aller vers une espèce de totalitarisme vert et il en sera fini du peu de liberté qui nous reste. Je paraphrase peut-être mal, mais j'ai vu passer ce genre d'idée qui, effectivement, est plutôt visionnaire. C'est une possibilité. Alors, bon, moi, je suis par nature, de par conviction, plutôt pour un État planificateur, visionnaire. Je parlais avec d'autres, il y a 1 ou 2 ans de rationnement. On disait, mais vous êtes fous, vous êtes fous. Bon, là, on voit bien que il y a une situation à gérer et que pour préserver l'essentiel, c'est le genre de levier qui est mis en place en Allemagne sur le gaz, par exemple. Donc, pour moi, il n'y a rien de totalitaire à cela. Mais voilà, je m'arrête là en tout cas pour mon petit commentaire personnel pour vous laisser réagir à cela et notamment l'équilibre entre finalement nos droits et les libertés. Oui, justement, c'est un point important et ici, il faut éviter les malentendus parce Mhm. les malentendus sont assez faciles. C'est vrai que ma refondation du droit, il est clair, il est clair que ma refondation du droit conduit notamment à l'idée qu'il faudrait interdire l'élevage intensif, Par exemple. puisque voilà, puisque c'est un univers concentrationnaire en fait. Donc moi, Soit ma dit en refondation, passant, je vois pardon, je vois passer des sondages qui indiquent de l'ordre de 80-90% des Français sont favorables à cette idée. Alors, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que l'élevage intensif? Est-ce qu'ils comprennent quelles sont les conséquences en termes de ce qu'on appelle pouvoir d'achat, voilà, le prix des œufs si on interdit l'élevage en batterie des poules, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée a fait son chemin. Mais je vous laisse reprendre. Donc, pardon, oui, je vous oui, laisse. cette idée. Mais ma conviction, ma conviction, c'est que nous sommes à l'époque de nouvelles lumières. Nous sommes à l'époque de nouvelles lumières.
c'est l'objet du dernier chapitre de mon manifeste, Mhm. euh, euh, à l'intérieur de cette conviction. Alors cette conviction, je la partage. Je la partage avec d'autres, avec notamment mes deux grands interlocuteurs. Le premier, malheureusement décédé en 2020, c'est le philosophe Bernard Stiegler, Mhm. qui était un ami, et il D'accord. avait cette idée, il avait cette conviction aussi que nous sommes à l'époque de Nouvelle Lumière. Alors évidemment, chez lui, ça prenait une forme très spécifique. L'idée de Nouvelle Lumière, ça prenait une forme très spécifique. L'autre interlocutrice centrale que j'ai dans mon travail et qui partage aussi cette conviction des Nouvelles Lumières, c'est Corinne Pelluchon, la philosophe Corinne Pelluchon, dont un livre récent s'intitulait Les Lumières à l'âge du vivant. Donc le titre est très parlant, hein, Les Lumières à l'âge du vivant, un ouvrage que je conseille à tout le monde de lire. Et moi, je suis en dialogue avec à la fois Bernard et Corinne. Et parce que je suis exactement dans cette idée des nouvelles lumières et de tout repenser. L'idée des nouvelles lumières, c'est d'abord l'idée de tout repenser. C'est d'abord l'idée de tout repenser. Et puis, c'est aussi l'idée de refonder le droit. Parce que, Mhm. voilà, parce que ce qui définissait pour moi les lumières du XVIIIe siècle, c'est d'abord la vertu de penser par soi-même et donc d'être capable de tout repenser. Et deuxièmement, c'était la capacité qu'ils avaient à refonder le droit. Les droits de l'homme, c'est quand même le résultat des Lumières et notamment de cette percée théorique de Rousseau dans Du contrat social, hein, qui refonde le droit et qui montre que le seul droit légitime est le droit démocratique. Mhm. Voilà. Donc c'est quand même le grand texte, c'est le grand texte de philosophie politique qui est précurseur par rapport aux droits de l'homme, hein, et qui incite à abolir la monarchie parce que le droit monarchique n'est pas un vrai droit et le seul véritable droit est le droit démocratique. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que les nouvelles lumières aujourd'hui doivent étendre les droits au-delà de la sphère de l'humain. Nous devons accorder des droits à des non-humains. Nous devons accorder des droits à des non-humains. Mhm. Et pour moi, voilà. Et j'ai posé les bases hein, dans le manifeste, j'ai rappelé les bases de cette refondation du droit. Hein, encore une fois, je pars de mon discours fondamental sur le fait que je suis fait par le sens, hein, je suis un être fini, fait par le sens, et ensuite, je traduis cela dans chacune des dimensions du sens, et dans la dimension politico-économique, j'obtiens une refondation du droit sur l'idée que je suis en dette. Hein, en tant qu'être fini, je suis en dette à l'égard d'un écosystème qui est peuplé d'êtres qui ont eux-mêmes leurs besoins en souffrance, tout comme moi. Donc Ok. nous devons rendre compatible le plus possible, les besoins en souffrance de tous les êtres qui peuplent la Terre et qui ont des besoins en souffrance. Donc on est bien au-delà de la sphère de l'humain. Nous devons faire en sorte que nos besoins humains soient le plus possible compatibles avec les besoins en souffrance des non-humains. Mhm. Mhm. Voilà. Et ça veut dire que le droit n'est plus ce que disait le grand philosophe allemand Kant, qui est en un sens, le sommet de l'époque des Lumières. Le droit n'est plus ce que disait Kant. Hein. Il n'est pas le système de la compatibilité des libres arbitres des personnes morales. Ça, c'était une réduction du droit à la sphère humaine. Le droit devient, dans ma perspective, le droit devient le système de la plus grande compatibilité possible de tous les besoins en souffrance des humains et des non-humains. Mhm. Ça devient extrêmement complexe, évidemment, évidemment. Mais Voilà. on peut Et quelle définir est la des étapes. frontière avec le véganisme? Enfin, sans vous interrompre, mais si vous pouvez Oui. aussi Alors, en justement, parler. la différence, c'est que je distingue des étapes ou des niveaux. C'est-à-dire que je distingue la légitimité du droit et l'horizon ou l'idéal du droit. La légitimité du droit, c'est de rendre déjà suffisamment compatibles nos besoins et ceux des non-humains en faisant en sorte que les non-humains ne souffrent pas pendant leur existence Mhm. Mhm. et que l'élevage soit un véritable élevage et non pas, de l'exploitation douloureuse d'êtres qui sont en fait engendrés pour notre surconsommation. Mhm. Donc ça, voilà, c'est ce que j'appellerais un droit déjà plus légitime que notre droit actuel qui, lui, est totalement anthropocentré. Et ce que j'appelle l'horizon du droit, alors là, c'est un idéal à poursuivre que les véganes veulent tout de suite et qui, pour moi, est vraiment un horizon. C'est-à-dire l'idée que non seulement, on évite de faire souffrir les non-humains pendant leur existence, mais en plus, on parviendrait
à ne plus en tuer aucun. Mhm. Dès Mhm. lors, dès lors que c'est un être, dès lors que c'est un être doté de système nerveux et capable de souffrir. On parviendrait à ne plus en tuer aucun et à satisfaire nos besoins autrement, par une Même, alimentation enfin, pardon, conventionnelle. même les moustiques tigres qui nous transmettraient la dengue ou la malaria, enfin, pardon, les moustiques tigres qui nous transmettraient la dengue et les moustiques Voilà, ça qui nous aussi, c'est à transmettraient prendre. la Voilà, malaria. voilà, ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis pas dans le discours radical. Je suis pas dans le discours radical qui consiste à ne tuer absolument aucun être. Mais par contre, encore une fois, encore une fois, je, je dis, pour moi, c'est très important de dire que le droit est un processus historique. Le droit est un processus historique. Nous pouvons lui faire, nous pouvons lui faire vivre une nouvelle étape décisive si nous accordons des droits aux non-humains. Et ce processus historique doit avoir pour horizon ou idéal le fait de ne plus tuer effectivement un être capable de Hmm. souffrir. Hmm. Voilà. Donc Et, et cet la horizon ou cet frontière de la idéal peut... sentience, enfin, ouais, bah, un moustique Oui, tigre tout n'est à pas fait, la sentient sentience, et voilà. une Et cet poule l'est. horizon... Il y a des animaux, on ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas trop, vous dites, Cyrus? Il y a des animaux pour lesquels on ne sait pas s'ils sont sentients ou pas, Oui, pardon. exact, exact, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que moi je suis dans une souplesse, comme mon ami Georges Chapoutier, qui fait partie des grands précurseurs en France des droits de l'animal. Il était Hmm. biologiste et puis il a compris que ce qu'il faisait avec les souris, effectivement, il fallait, si possible, l'éviter de plus en plus. Et donc, il est devenu l'un des pionniers des droits de l'animal en France. Et d'ailleurs, nous publions là ces jours-ci un entretien avec Hmm. Georges sur son parcours. Et donc, je suis dans une souplesse en fait, et une distinction entre, voilà, entre différents types d'êtres, avec une complexité variable, un statut de sujet plus ou moins reconnu, voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est que cet horizon ou cet idéal que je pose pour le droit comme processus historique ne contient pas seulement l'idée qu'il faudrait à terme ne plus tuer aucun être souffrant, mais ça contient aussi l'idée que les écosystèmes, avec leur dimension végétale, pourraient eux-mêmes finalement avoir des droits. Vous voyez, Mhm. ça Mhm. fait partie de l'horizon ou l'idéal aussi. Par contre, je me refuse à accorder immédiatement des droits aux écosystèmes et surtout, je me refuse à dire qu'un fleuve serait une personnalité juridique. Parce Mhm. que, Mhm. parce que vouloir faire comme certains, vouloir protéger un fleuve en disant qu'il a une personnalité juridique, c'est rester enfermé dans les fondements actuels du droit, qui sont justement des fondements anthropocentrés à partir de l'idée de la personne. C'est-à-dire que, Mhm. voilà, on reconnaît artificiellement, tout à fait artificiellement, le statut de personnalité juridique à un fleuve, au lieu de refonder vraiment le droit sur autre chose que l'idée de personne ou de personnalité. D'accord. Mais dans ce cas, comment protéger un fleuve? Comment protéger la Loire des pollutions, des En sécheresses? fait, c'est pas le fleuve en lui-même auquel je donnerai des droits. C'est pas le fleuve en lui-même auquel je donnerai des droits. Je donnerai des droits à tous les êtres qui ont des besoins en souffrance et qui ont besoin du fleuve. Mhm. 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 Ok, ok, ok. Est-ce que, bon, je sais pas sur quoi d'autre vous, parce que c'est très clair, sur quoi d'autre vous lancez, enfin, votre posture par rapport aux conservationnistes ou par rapport à d'autres, enfin, le monde des personnes cherchant à préserver la vie est large, c'est un univers assez vaste et diversifié. Enfin voilà, est-ce qu'il y a d'autres courants dont vous vous distinguez par rapport à ceux que vous avez déjà cités, mais quels sont d'autres courants de pensée sur enfin, la préservation du vivant Alors, et- oui, il y a un point très important, c'est-à-dire qu'en fait, je peux me considérer comme étant un philosophe animaliste, bien sûr, puisque je veux D'accord? donner des droits aux animaux. Je peux me considérer comme un philosophe animaliste, mais la différence entre ma perspective de l'écologie humaine et les autres perspectives animalistes, c'est que je ne refonde pas le droit au nom d'une morale. Mhm. La refondation du droit est autonome par rapport à la sphère axiologique. Parce que dans ma perspective fondamentale, j'ai distingué les différentes dimensions du sens. Mhm. Et j'ai distingué la dimension politico-économique et la dimension axiologique. Ce sont deux dimensions différentes. Et Mhm. donc, je n'ai pas besoin de la morale pour refonder le droit. Je n'ai pas besoin de la morale pour refonder le droit. Je refonde le droit sur l'idée de la finitude et de l'être en dette,
mais ce n'est pas une refondation axiologique. C'est une refondation, alors ça va vous surprendre, c'est une refondation proprement économique, mais au sens fondamental de ce terme, en fait. L'économie, c'est la satisfaction des besoins. C'est le système de la satisfaction des besoins. Mhm, Et mhm, les besoins, c'est ce qui est capable de souffrir. mhm, Et donc, mhm, je refonde le droit à partir de ma pensée fondamentale du sens, sans passer par la soumission du droit à des valeurs morales. Je n'ai pas besoin des valeurs morales. J'ai juste besoin de prendre en considération le fait que certains êtres sont en souffrance, parce qu'ils ont des besoins. Ils sont en train de souffrir. Je prends ça en compte. J'ai juste besoin d'une certaine empathie. C'est la seule dimension éventuellement morale de ma refondation du droit, c'est que nous avons besoin d'une certaine empathie pour reconnaître qu'un être est en train de souffrir. mhm, mhm. Donc, voilà, il y a une certaine connexion, on peut dire une certaine connexion entre la sphère axiologique et la sphère politico-économique, mais cette connexion n'est absolument pas une fondation morale du droit. Alors que la Mhm. plupart des animalistes sont vraiment dans une fondation morale du droit. Ils veulent donner des droits aux animaux au nom de valeurs morales. Très, très intéressant. D'ailleurs, je me tripote la barbe, comme quoi c'est intéressant. Non, non, bah, écoutez, on va peut-être pas alors spoiler tout le livre, mais en tout cas, d'ailleurs, c'était pas le but parce que je recommande de le lire en détail. Là, vous dressez des grandes lignes, mais évidemment, il y a plus de détails. C'est très fourni, c'est assez complexe. Effectivement, il faut vraiment prendre le temps de rentrer dedans. Hein, donc, manifeste pour l'écologie humaine. Bon, je vous propose de nous en tenir là, hein, Jean-Hugues. Enfin, je pense on a quand même assez largement développé. Oui, oui. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur LinkedIn, sur YouTube ou ce que vous voulez. Et puis, on lira ce que les uns et les autres disent et on essaiera de répondre au mieux. Merci Merci à beaucoup, vous. Jean-Hugues. Merci, Cyrus.